Pas de problème. Donc, justement, ici, c'est la région de montagne, et les trois régions naturelles de l'Équateur, la côte, la montagne, puis l'Amazonie. Et ça, fait partie de la versant de l'Amazonie. Pour rentrer en matière de voyage, ça, c'est une petite idée générale de notre vision de l'Équateur, notre vision du monde à partir d'ici. J'ai monté cette carte de l'Équateur avec la ligne rouge. C'est la première partie du circuit. Comme j'avais dit, il reste plus nord-ouest de l'Équateur. Et la 12e semaine, sur un voyage de 16 jours, c'est sur la partie centre-sud de l'Équateur. Donc, vous allez plus ou moins jour à jour comment ça passe le voyage. Et au bout de la présentation, on va avoir la possibilité de vous donner réponse à votre question. Ça, c'est une image du volcan dans la partie de l'Équateur. C'est 94 volcans entre actifs, dormantes et encore en capacité d'éruption que vous voyez ici. Quito, la capitale, c'est ici, et l'aéroport, c'est justement à côté d'ici. Puis la première partie du voyage, c'est autour de la vingtaine de volcans ici, et la deuxième partie, c'est dans cette partie d'ici, incluant Chimborazo, que c'est la grosse montagne ici, dans la région d'ici. OK. Votre arrivée, c'est à l'aéroport de Quito. C'est considéré les meilleurs petits aéroports au monde actuellement. Il gagnait le prix 2021. C'est les meilleurs petits aéroports au monde. Bon, bonne catégorie d'aéroports, fonctionne bien, agréable. La première nuit sera à l'hôtel à Otavalo, chez moi, chez la région où j'habite, et c'est à 80 km de l'aéroport. Otavalo, c'est très connu à cause du marché artisanal, les plus grands marchés artisanaux de l'Amérique latine. Et pour la culture autochtone, justement, la femme ici, c'est une femme qui vend des produits artisanaux au niveau marché. Il représente la culture indigène d'ici d'Otavalo. 50% de la population à Otavalo, dans la région nord de l'Équateur, c'est indigène, et plus ou moins 40% de la population de l'Équateur, c'est autochtone. La première randonnée, c'est autour du lac Cuicocha. Le lac Cuicocha, c'est considéré un volcan actif, mais dormant encore. À derrière, c'est le volcan Cotacachi, dans le parc national Cotacachi-Cayapas. La randonnée, c'est justement autour du lac. Vous voyez la ligne marquée au rouge. Ça, c'est le circuit. C'est votre première expérience en altitude. Vous voyez, ça, c'est la même image, plus ou moins, de la carte. Et après la randonnée, on se déplace un peu plus bas pour commencer notre période d'acclimatation avant d'aller dans les premières treks, que c'est dans la région d'Integ, une région que j'aime beaucoup. C'est très connu à cause de la forêt des nuages, forêt cloud forest. En anglais, c'est un terme de forêt de montagne qui a beaucoup d'humidité qui vient des nuages et qui est connu pour la production de café. Moi, je suis producteur de café, je suis amateur de café, je fais la torréfaction de café. Avant la COVID, j'avais une magazine de café qui est malheureusement fermé à cause de conditions de business. Et justement, on va avoir du temps de parler de l'agriculture, de la conservation, de la fonction des consommateurs, du commerce direct, du commerce équitable versus les autres possibilités de développement dans la région. C'est notre point de départ pour aller à la région, à l'intérieur du parc national Cotacachi-Cayapas, dans la région de Piñan. Et justement, la région du café, c'est ici en bas, au coin de Apuela. Et puis, la randonnée à Piñan, c'est dans la région autour d'ici, que vous voyez là. Je vais vous
ça, c'est la destination pour les 2 prochains jours. Et je vais vous montrer une vidéo qui donne une idée de la première journée de marche. C'est une vidéo faite avec une application qui monte les images sur les trajets de randonnée et il va vous donner une idée des dénivelés des trajets sur Google Maps. C'est fait justement les mois de février, mars, même météo, dans les mêmes conditions qu'on espère avoir pour les voyages proposés. C'était pendant la COVID, donc ce n'était pas un voyage commercial, c'était un voyage que j'avais fait avec un ami qui est producteur de vidéos. Avec lui, on était allé pour faire justement les vidéos que je vais vous passer tout de suite après c'était groupe d'images. Ça, c'est journée 1 de Trek de Pignan, mois de mars, 14 km de marche, 6 heures, 1800 mètres de dénivellation accumulée. Ça, c'est l'application. Si vous êtes intéressé, c'est gratuit. Si vous avez jamais rêvé dans une région assez reculée où les gens habitent complètement dans les conditions qui étaient un peu comme on voyageait dans l'histoire, c'est justement la région de Pignan. C'est une région avec laquelle je garde une relation spéciale. Puis Caravani a gardé toujours une bonne relation, une relation très spéciale. Et on avait aidé à développer un projet d'écotourisme à la région. La communauté propriétaire d'une auberge de montagne, justement, c'est lui que j'avais vu passer la première image. Cette auberge a été construite à l'année 2000 et justement avec l'idée d'héberger les gens du groupe caravanier pour pouvoir donner les conforts nécessaires en place d'été sur une région qui fait du camping seulement. Donc, depuis l'année 2000, on arrive à l'auberge et l'auberge est complètement gérée, gestionnée et c'est propriété de la communauté de Pignan. La nouvelle réalité de Pignan, c'est que cette année, pour la première fois dans 5 siècles, la communauté de Pignan est propriétaire de la terre où elle habite. Donc, toujours on était en encourager les gens à visiter Pignan pour aider les gens à la lutte pour récupérer la terre et c'est finalement réussi il y a une semaine. Ça fait une semaine. Après la randonnée Pignan, on fait une transition sur un bel endroit. Le nom de l'endroit, c'est San Clemente, au pied du volcan Imbabura. C'est notre point de départ pour plusieurs activités, incluant les rencontres de la culture autochtone. Là-bas, nous sommes hébergés pour un groupe d'indigènes. Ici, Emmanuel puis Laurita, sa femme, qui sont propriétaires d'une de maisons qui sont partis d'un groupe d'écotourisme organisé pour la communauté même. Manuel et Laurita travaillent avec nous depuis le début de voyage caravanier, puis on garde une relation très, très, très proche, très familiale, très unique avec eux. Laurita va vous montrer la meilleure de la cuisine équatorienne typique. Et c'est notre point de départ aussi pour l'ascension de volcan Imbabura, où termine plus ou moins cette première étape de voyage avec les volcans Imbabura. Pourquoi? C'est une montagne mythique pour nous, c'est la montagne, c'est une espèce de dieu pour nous, on garde une relation spéciale toujours avec lui. Puis justement, Imbabura, c'est très imposant au milieu de vallées où je habite. Je les regarde ici de la fenêtre de chez moi toute la matinée. Je demande la permission de pouvoir parler, de pouvoir vivre. Ça, c'est la route d'ascension à l'Imbabura, qui c'est probablement une des journées les plus exigeantes de voyage, mais en même temps, c'est une journée qui permet d'aller jusqu'au point que vous voulez.
notre objectif, ce n'est pas toujours les semis, c'est les profits du moment, de l'ascension et de la rencontre de la nature à partir du point le plus élevé. C'est un volcan avec les cratères ouverts vers notre côté, de l'image est près, et c'est pas une montée technique, mais c'est physiquement demandant. Après l'ascension d'Imbabura, on revient à Saint-Clémenté, tu te prépares pour la 12e semaine pour aller à la région plus proche du centre du pays, du Cotopaxi, de Chimborazo, où sont les plus hautes montagnes de l'Équateur. Donc, notre prochaine région, c'est la région du lac Quilotoa. Quilotoa, c'est un lac cratère aussi de couleur émeraude, qui c'est très connu pour un circuit qui se fait à pied, qui se fait en vélo, qui se fait en auto autour de la région. C'est une des régions les plus autochtones, plus indigènes de l'Équateur, avec beaucoup de paysages, des autochtones qui se promènent avec du lama, de l'agriculture, les territoires très élevés et avec de certains endroits qui sont bien préparés pour vous recevoir. Donc, ça, c'est la journée 1 du circuit autour de Quilotoa. Ça, c'est la randonnée autour du canyon de Toachi. On va traverser le canyon qui nous amène à la proximité du lac Quilotoa. Puis, les sentiers sont au milieu de la campagne, une région relativement isolée. Et pour arriver dans ce lac qui nous permet de faire aussi un circuit autour. À partir de les 3 jours que restent, 3 jours de nuit qui restent à la région de Quilotoa, le volcan les plus élevés de la planète. Oui, les volcans les plus élevés de la planète, c'est à l'équateur, c'est pas l'Everest. C'est pas une blague, c'est selon la mesure. Le Chimborazo, c'est les points les plus proches de la surface de la Terre au Soleil. C'est les plus distantes du centre de la Terre. Donc, 6310 mètres, ça c'est notre auberge proposée à vous, que c'est le Chimborazo Lodge, au pied du volcan Chimborazo, à 4000 mètres, puis point de départ d'une randonnée qui nous amène à l'Azagui de Whymper. On y avait mentionné au début de la présentation Alexander von Humboldt et son rêve d'ascension de la montagne la plus élevée de la planète. À l'époque de Humboldt, Chimborazo, c'était... Oui, on l'a perdu complètement. Donc, je vais prendre juste un peu les relais pour Ivan, le temps qu'il puisse revenir. Donc, dans le fond, c'est qu'on vous présente, c'est un voyage qu'on appelle aussi un voyage Dolce Vita, c'est-à-dire on a des voyages qu'on a conçus pour ne pas avoir des campings. Donc, c'est le cas de ces voyages. On a essayé le plus possible de dormir deux nuits consécutives dans chaque hébergement. Donc, ça permet aussi d'avoir un mois de route, de pouvoir déposer les valises pour un mois d'une nuit dans une seule auberge. Donc, ça ajoute le confort aussi au voyage. Donc, il vous parlait, on arrive à Otavalo, après on va à la région d'Intag. Tout l'itinéraire pensé pour avoir une bonne acclimatation. C'est sûr que le fait on avait décidé de vous offrir un voyage qu'on va être beaucoup dans l'avenue Volcan, donc on va être en altitude, ben, il fallait qu'il y ait une bonne acclimatation pour qu'on puisse être bien lors du voyage sans trop avoir mal d'aigus de montagne ou autre. Donc, après l'Intag, on fait Piñan. En Piñan, on fait vraiment un trek des 3 jours. Là, on est dans les 3100 mètres de dénivelé. On va à San Clemente où on visite nos amis Manuel et Lorita. Puis là aussi, comme Ivan disait, c'est vraiment une autre approche. Là, on est vraiment avec une autre sorte des peuples indigènes. Donc, la façon de s'habiller ou les partages de ces connaissances est quand même
très intéressant. C'est peut-être la partie plus. Et Manuel a vraiment beaucoup de plantes médicinales, puis il adore partager. Des fois, il nous invite à son jardin, puis il est tellement gentil, puis c'est vraiment, il nous partage beaucoup de ses connaissances. C'est vraiment très agréable. Là, on était dans la région de Kilotoa où il disait qu'on va, ça c'est un endroit qu'on ne va pas être à la règle des 2 nuits consécutives dans chaque endroit. On fait une trek d'un refuge à l'autre, mais ça nous permet de regarder toutes la région de Kilotoa, puis ça nous permet aussi d'avoir une bonne acclimatation avant de nous rendre au refuge de Chimborazo. Puis Chimborazo, c'est quand même la montagne plus haute de l'Équateur. Puis il y avait l'histoire avec Humboldt, mais c'est un endroit magnifique. On a déjà une très bonne acclimatation, donc on peut se rendre au refuge sans problème. Puis là, on peut aller se promener autour du refuge. On a en tête de faire les Whimper Needles, mais bon, il y a plein de possibilités aussi. Et par la suite, on irait dans l'autre montagne, que c'est la montagne de Cotopaxi. Ah, Ivan est de retour. Ah, Ivan, on t'est perdu. Voilà, donc on t'est perdu un peu quand tu parlais de Chimborazo et avec l'image du refuge. Oui, justement. Donc, les Chimborazo, c'est vraiment on voulait vraiment, comme je disais, vous offrir l'aspect d'aller voir les autres montagnes, mais sans nécessairement faire la grande haute montagne avec les ascensions techniques plus difficiles, qu'il faut se réveiller à 1 heure du matin pour faire l'ascension. On voulait vous offrir l'option d'aller, un voyage où c'est quand même un niveau de difficulté assez, je dirais, soutenu. On a des bonnes journées de marche, des bonnes journées de dénivelé. Il y a des journées qui ont un bon dénivelé, on a l'altitude, mais tout est consacré parce que si jamais, par exemple, il y a des endroits que si vous voulez ne pas faire une journée parce que vous êtes fatigué, vous voulez reprendre les énergies pour continuer, c'est tout à fait possible. Dès là, l'idée de dormir 2 nuits consécutives dans chaque hébergement. Les Aouis de Whimper sont appelés après l'explorateur anglais qui justement, c'était le premier à avoir fait l'ascension, les premiers registrés d'avoir fait l'ascension de Chimborazo. On avait mentionné Humboldt qu'il avait essayé, lui n'était pas arrivé au sommet. Mais les mêmes Simon Bolivar même essayé de monter là-bas. Puis ça, c'est une marche qui arrive à 5300 mètres dans les messieurs Whimper, Edward Whimper, un Anglais, avait fait son campement avant d'attaquer au sommet. Comme Marianne avait dit, notre idée, c'est à partir du confort du lodge, aller bien dans les sentiers qui nous amènent à pouvoir tester un peu notre capacité à l'altitude et y rencontrer la montagne de proche. Ça, c'est à l'Azaoui de Whimper à 5300 mètres. Et à partir de Chimborazo, on revient vers la proximité de Quito pour finir le voyage. Il va finir le voyage avec une visite du Cotopaxi, les volcans les plus connus de l'Équateur. C'est la 12e plus haute montagne de l'Équateur, avec une forme conique vraiment parfaite. Ça, c'est au flanc sud qui fait notre randonnée. Et comme vous voyez, c'est presque seulement pour nous. C'est une région avec une grande diversité de montagnes, des colibris à 4500, 600 mètres, même à 5000. Ça, c'est un colibri endémique à l'Équateur. C'est les colibris étoiles des Andes. Et justement, on fait notre randonnée, un sentier comme ça, pas vraiment battu, pour aller entre les Morurco, qui c'est 4800 mètres, puis les volcans Cotopaxi au sud. De retour au refuge, au départ vers l'auberge à la proximité de l'aéroport et la proximité de Quito, dans une vallée entre les montagnes, qui nous permet d'aller aussi au laboratoire pour faire le test COVID. Actuellement, on a besoin d'ajuster notre voyage pour avoir une journée avant votre départ pour pouvoir faire le test. Ça, c'est une demande surtout du gouvernement canadien
À l'Équateur, on est 71% de la population déjà vaccinée avec 2 doses et 2% de la population avec une 3e dose. Donc, actuellement, à l'Amérique latine, c'est les pays avec les plus grands nombres de personnes vaccinées. Journée finale de voyage, je vais visiter un bel endroit proche de notre auberge, qui est une ferme de permaculture, propriété et gestionnée par une famille équatorienne, même si pareil, des étrangers, c'est des Équatoriens d'origine allemande qui gardent un bel projet là-bas. Puis il va finir avec une randonnée puis une visite au vin thermaux de Papayacta, le plus chic de l'Équateur. Et ça, c'est notre journée finale de voyage. Je voulais juste ajouter, merci Yvan, moi ça me fait rêver, j'ai déjà m'inscrit au voyage. J'ai fait comment? Mais je voulais juste ajouter qu'en effet, on a vraiment tout pensé. Entre autres aussi, on a toujours des petites auberges. Des fois, on va être juste nous comme groupe dans l'auberge. Des fois, de l'auberge a 2 ou 3 chambres de plus, donc on ne peut pas vraiment les demander de réserver tout l'endroit pour nous. Mais ça veut dire que avant de décider où on y allait dans l'international, on avait fait des questions. On a demandé aussi à chaque communauté s'ils étaient à l'aise de nous recevoir, si eux autres étaient protégés aussi, donc vaccinés ou autres. Donc, on a fait vraiment ce sort de démarches. C'est important pour Calavanier, pas seulement la partie environnementale, mais la partie sociale. Donc, soyez rassurés qu'on a fait notre devoir. Aussi, pour toute question d'inscription ou autre, je suis complètement disponible de lundi à jeudi. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, si vous avez des questions plus administratives ou des côtés COVID, annulation, tout ça, je vous invite à me contacter par téléphone. Puis là, profitez un peu du temps qui va nous consacrer pour des questions plus liées à l'itinéraire ou questions liées à l'Équateur. Au niveau des ascensions, j'ai vu sur tes photos qu'on était presque à la ligne des glaciers ou la ligne de la nuée, de la neige. Est-ce qu'on va marcher sur les glaciers ou est-ce on va pas vraiment aller à ce niveau-là? Enchanté, Denis, merci pour la question. On ne touche jamais les glaciers. C'est un voyage randonnée complètement, donc on n'a pas besoin de documents pour une traversée du glacier. Et à l'Équateur même, aussi, c'est régulier. Si c'est un voyage de randonnée, les limites, c'est 5000 mètres, avec la seule exception de les aiguilles de Whymper, que c'est 5300. Avec les réchauffements global, les glaciers sont reculés énormément. Les glaciers tropicaux, ça sont contradictoires. Tropical, c'est pas chaud. Tropical, c'est dans la ligne du tropique, entre les lignes du tropique. Donc, les glaciers tropicaux, ils disparaissent à une vitesse énorme. Donc, les glaciers de Chimborazo commencent à 5600, 5500, dépend du côté. Et donc, 5300, c'est permis comme un voyage randonnée à l'Équateur. D'autres petites questions aussi. J'ai vu qu'il y avait des rivières, il y a des torrents, il y a des journées, j'imagine, il est exposé aux intempéries. Est-ce qu'il y a des traversées de rivières ou de torrents qui se font à gué ou il y a toujours des ponts ou il faut prévoir en conséquence? Oui, l'Équateur, c'est un pays avec beaucoup de ressources hydriques. L'Équateur, c'est un pays plein de rivières, de ruisseaux, de montagnes et heureusement, c'est un pays riche en eau et c'est un pays vert en conséquence. Dans la randonnée des pignons, on traverse une rivière 2 ou 3 fois, toujours sur une pente assez
basiques construits pour les gens locaux. On utilise les sentiers que les gens utilisent pour aller au marché, que les gens utilisent pour aller à la ville. Donc, et on est toujours, merci pour la question, on est toujours du cheval d'urgence avec nous. Dans les cas de que la rivière, les niveaux de la rivière ou les ponts n'est pas possible de traverser, on utilise le cheval pour traverser la rivière. Et mon travail avec l'équipe locale, c'est justement assurer qu'elle soit faisable. Dans toutes les 25 années que je voyage dans la région du Parc national Cotacachi-Cayapas, je n'ai jamais resté pris sans pouvoir traverser une rivière. J'ai fait le circuit plusieurs fois et de différentes façons. Mais oui, ça c'est une des choses, un des challenges de ce type de randonnée. Dans la région de Quilotoa, on traverse les canyons de Toachi, on traverse la rivière de Toachi. C'est un pont suspendu aussi construit pour les gens locaux et c'est faisable toute l'année. Merci beaucoup. De rien, plaisir. Bonjour Yvan, merci beaucoup pour la présentation, c'est super intéressant. Concernant les ascensions des deux volcans, ça peut ressembler à quoi en termes de distance et de dénivelé? OK. En temps de distance, probablement, comme la majorité des voyageurs, quand je donne la quantité de kilomètres, ils restent surpris à cause qu'ils sont petites distances. La session sur les flancs d'Imbabura, en total, aller-retour, c'est 5 km. OK. 5 km, mais 1200 mètres de dénivellation positive. Okay. Donc, si tu fais 5 km d'un côté, puis 1200 de l'autre, ça donne une pente assez exigeante. Mais justement, ça c'est probablement la plus grande difficulté technique. C'est pas justement la difficulté de terrain, même si c'est une ascension non technique, ça demande beaucoup de l'acclimatation puis la condition physique et de vouloir le faire. Et c'est pour ça qu'il laisse les ascensions, dans le cas d'Imbabura, comme une ascension facultative. Dans les cas de, excuse-moi, dans les cas de la marche sur les flancs des aiguilles de Whymper, la distance est 1,2 km entre le refuge puis les aiguilles de Whymper, mais même cas. Le refuge, c'est à 4800, puis les aiguilles à 5300. 500 mètres dans 1,2 km. Et à la retour, ça fait 2,4. Et sur les flancs de Cotopaxi, notre point de départ, c'est 4000 mètres. Et notre objectif, c'est arriver au camp avancé à 4800 mètres. Même chose, c'est 3 km aller, 3 km retour. Donc, les plus grandes journées de marche en termes de distance, c'est les journées 1 et 3 dans les treks de Pignan, dans la région du Parc national Cotacachi-Cayapas, que c'est 15-16 km, dans laquelle la dénivellation, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, puis termine plus ou moins plus élevé, mais ce n'est pas très élevé. C'est pour ça que les met en premier et après, on fait les grandes ascensions. Merci beaucoup. Une question qu'on se pose lorsqu'on fait ce genre de voyage, évidemment, puis Carabagny, vous êtes réputé pour ça, la bouffe. Vous assurez que la qualité de la bouffe, non seulement la qualité, mais la quantité est là parce qu'on brûle beaucoup de calories, on a besoin de ça. En Équateur, peut-être me parler, Yvan, un petit peu de la bouffe chez vous. Comment vous nous traitez sur place au niveau de la bouffe? Je suis à peu près sûr que ça doit être assez exceptionnel, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Et merci pour les questions. Et toutes les questions sont bienvenues. En parlant de la nourriture, je pense que c'est un des côtés forts du voyage à l'Équateur. C'est un pays extrêmement divers, extrêmement riche en agriculture. Et heureusement, on a des fruits disponibles toute l'année longue. Et on a aussi différents étages écologiques. L'agriculture va changer en fonction des étages écologiques et les recettes régionales sont différentes en fonction de l'altitude.
l'avantage aussi de que notre voyage, c'est un voyage dolce vita dans lequel on reste dans les auberges, nous permet de goûter beaucoup plus la cuisine locale que si c'est un voyage avec du camping. Et évidemment, c'est plus accessible le marché. Et les journées et des autres journées s'incluent des visites au marché. Et j'aime bien commencer pour visiter au marché. Même on va commencer au marché d'Otavalo pour acheter des bottes de caoutchouc pour pouvoir faire certaines randonnées pour certaines parties du voyage et pour pouvoir déjà goûter quelques choses typiques. Une chose, je vais vous garantir qu'à l'Équateur, on sert le meilleur café au monde. Moi, j'essaie. Pour les amateurs de café, ça, c'est absolument garanti. Excellent. Merci. Merci, Yvan. De rien. La différence entre les 3 dates, donc surtout au niveau température, donc je vous rappelle qu'on a mis des dates en février. C'était la première date, c'est en février, puis après la seconde date, c'est du 24 juin au 9 juillet, puis la dernière, c'est pour passer les jours de l'an et Noël avec Yvan du 19 décembre au 3 janvier. Et, pour donner une réponse à ces questions, merci pour la question. La température ne change pas à l'Équateur. Donc, on est 4 saisons à chaque jour. À chaque journée, la température pendant la nuit tombe et monte pendant la journée. Nous sommes dans l'Équateur, c'est le pays le plus équatorial au monde, mais vous êtes surpris de que c'est pas chaud comme on s'attend dans la même latitude l'Afrique, par exemple. Mais sûrement, l'Équateur aussi, le climat, c'est très variable et très régional. Quand c'est la saison sèche, ici à la montagne, c'est la saison la plus humide dans la région est vers l'Amazonie. Et le contraire vers la côte. Et donc, c'est comme une lutte permanente entre les climats de l'Amazonie puis les climats de la côte qui montent sur la montagne et passent au milieu. En général, ça c'est pour vous dire que les 3 dates proposées, la température c'est pareil. La probabilité de pluie, c'est une chose très dure à dire, mais moins de probabilité de pluie vers le sud que vers le nord. La partie centrale de l'Équateur, c'est moins humide. Donc, on va avoir un peu d'études dans les 3 dates. La température et la météo, c'est pareil. La majorité des guides de voyage va vous recommander de voyager entre juillet, août, septembre pour la région de Quito, mais quand c'est une journée assez variable de région, c'est difficile à dire absolument telle date. Je pense qu'on va pouvoir nous souhaiter une bonne soirée. Puis merci encore d'être ici. Merci pour votre question et votre attention.